On accueille notre collaborateur Frédéric Bérard. Il est docteur en droit constitutionnel et politologue. Bonjour Frédéric. Bonjour Éric. Vous vouliez revenir ce matin, puis c'est un dossier important là, concernant les nouvelles révélations concernant la gestion des CHSLD en pandémie par le gouvernement Legault. L'histoire commence quand des courriels inédits récemment connus révèlent que des gestionnaires d'établissements avaient alerté le gouvernement bien avant le drame du CHSLD Aaron. Oui, bien effectivement, puis on a vu l'espèce de pataugeage, si je peux dire ça comme ça, des dernières semaines où le gouvernement Legault nous dit, ben on le savait, mais on le savait pas, mais on le savait pas trop, mais en fait, on ne savait pas quelle ampleur. Et comment voulez-vous qu'on le sache? On s'était fié sur ce qui s'était passé ailleurs, notamment aux États-Unis, notamment en Italie, où on disait que les problèmes principaux liés à la pandémie étaient afférents aux hôpitaux et non pas aux centres de soins de longue durée. Or, ce qu'on a appris il y a 36 heures peut-être, par Radio-Canada, justement, que c'est pas tout à fait vrai, parce que des CHSLD auraient, dès la mi-mars, donc au tout début de la crise ici, auraient indiqué au gouvernement Legault, s'il vous plaît, venez nous en aide, faites quelque chose. Il y a même un courriel qui est assez poignant, qui se termine en disant « de grâce », en d'autres termes, ça presse, dépêchez-vous. Donc, en d'autres termes, aujourd'hui, pour le gouvernement Legault, de venir nous dire « nous n'étions pas au courant de l'ampleur de », ces courriels-là tendent nécessairement à démontrer le contraire, et ça, c'est franchement inquiétant pour la suite des choses, en rapport à cette enquête, évidemment. Oui, vous parlez de la mi-mars. Même le 12 mars, le ministère de la Santé et des Services sociaux prévenait les 59 CHSLD privés conventionnés de se préparer à l'arrivée de la COVID-19. Et puis là, on a dit, on va vous envoyer du matériel, des masques, des gants, des jaquettes. Et puis finalement, rien n'a été livré. 4 jours plus tard, on est rendu le 16. Et on promet quand la directrice de l'Association des établissements privés conventionnés appelle le sous-ministre adjoint responsable des aînés, on lui dit, on va faire le message. Sauf qu'il n'y a rien qui a changé. Est-ce que, selon vous, selon ce que vous en savez comme politologue, parce qu'on parle de l'aspect politique de la chose maintenant, est-ce que c'est une preuve supplémentaire de la nonchalance de notre société envers nos aînés? Moi, c'est ce qui me touche le plus ici, Éric, parce que au-delà de la mauvaise gestion, et je pense que là, on est visiblement dans un cas où tout ceci a été géré avec une certaine nonchalance. Au-delà de tout ça, ce qui me touche le plus, ce qui me fait le plus mal, c'est cette espèce de... Je vais bien peser mes mots, mais est-ce que c'est du mépris ou est-ce que c'est de l'indifférence? Probablement plus de l'indifférence, mais une indifférence tellement puissante qu'à un certain point, on peut se demander si ça ne ressemble pas à du mépris envers nos aînés. On se souvient le scandale de Heron, hein? Tout le monde était complètement estomaqué, voyons, c'est épouvantable, mais au final, on en a parlé combien de temps? Et quel est le sérieux qu'on a accordé à cette histoire-là? Est-ce qu'on n'est pas plutôt très rapidement passé à autre chose? Et là, plusieurs mois plus tard, on rediscute de cette affaire et vous avez un gouvernement qui est absolument sur la défensive, comme s'il n'y avait absolument rien à se reprocher. La réalité, c'est que le rapport de la protectrice du citoyen le démontre très clairement. Le gouvernement a échappé le ballon en rapport à cette crise-là. Et vous savez quoi, Éric? J'ai l'impression que si ce gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement Legault, nous disait, écoutez, vous savez quoi? On s'est trompé, on a fait des erreurs, ça s'est venu trop vite. On est désolé, voici un fonds d'indemnisation pour les proches des victimes, par exemple. Ça peut être convaincu que la quasi-totalité des Québécois tournerait la page. Et encore plus facilement, s'il nous arrivait avec, vous savez quoi, ce qui se passe dans les CHSLD, c'est tout à fait inacceptable. Ce qui s'est passé, ce n'est pas québécois, ce n'est pas comme ça que nous voulons gérer notre relation avec nos aînés. Nous entreprenons un vaste chantier pour réformer ces CHSLD de manière sérieuse. Plutôt, là, on le voit, ils patinent du reculon et ils essaient de se défendre. Et quand le fédéral, on peut se méfier du fédéral à plusieurs niveaux, mais quand le fédéral arrive en nous disant nous voulons avoir des normes nationales de sécurité, notamment dans les CHSLD. Et là, vous avez François Legault qui fait son petit coq, qui dit non, je ne veux rien savoir du fédéral. Mais si tu ne veux rien savoir du fédéral, c'est correct, c'est peut-être même légitime. Mais arrive-nous avec un plan d'action pour protéger davantage nos aînés, parce que visiblement, dans la situation actuelle, on n'y est pas du tout. Mais dites-nous, Frédéric, 2022 sera une année électorale. Nous irons là aux urnes au mois de novembre 2022. Est-ce que les Québécois se souviendront de cette gestion-là ou des CHSLD pendant la pandémie? Est-ce qu'il y aura des impacts pour la coalition Avenir Québec à la prochaine élection, vous pensez? Je ne veux pas tomber
tomber dans l'espèce de sanctions à tout crin. Mais ce qui est assez déplorable, c'est que depuis quelques semaines, on le voit, là, ce qui se passe avec, justement, je le disais, le rapport de la protectrice du citoyen, l'enquête du coroner, de la coroner, on parle de falsification peut-être de documents et avoir écrasé des données, des trucs très graves. Il y a des choses là-dedans qui sont des infractions criminelles si elles étaient prouvées. Or, la CAQ a augmenté significativement dans les sondages pour être actuellement quelque chose comme 46 si je ne fais pas d'erreur. Ce qui est énorme. Mais là, je suis pas en train de dire aux gens ne votez pas pour la CAQ. Les gens voteront pour qui ils veulent. Mais ce que j'essaie de dire à ce niveau-là, c'est comment se fait-il qu'il n'y a pas plus de résonance dans la population? Parce que ce qui se passe devant nous, et là, on va attendre, parce que la coroner, justement, travaille à cet effet-là, c'est-à-dire à faire la lumière en partie. Mais ce qui se passe devant nous, c'est malgré cette espèce de catastrophe, disons-le, catastrophe humaine, c'est quand la dernière fois qu'il y a eu 4 ou 5 000 décès reliés à une seule cause au Québec, je ne pourrais même pas dire. Or, on a ça et vous avez un gouvernement qui s'en lave les mains facilement et qui augmente ses appuis dans les sondages. Donc, tout ça est assez peut-être significatif et en quelque sorte, effectivement, il reste encore beaucoup de temps avant l'élection. On dit que la mémoire collective d'un électorat est environ 6 mois. Alors, si on fait le calcul, on prend très facilement à la prochaine campagne électorale pour la CAQ, sans trop se casser la tête, sauf si, évidemment, d'autres révélations sortiront d'ici ce temps-là. Frédéric Bérard, docteur en droit constitutionnel et politologue, merci d'avoir été là et à la semaine prochaine. Merci, Eric. À bientôt. Au revoir.